Est-ce qu'un jour on serait enfin droit? J'en doute. Je crois que je vais encore m'amuser en post-prod. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. Ouais, ça change des book hauls que vous avez eu pas mal dernièrement. Ah oui, non, faut pas croire, hein. J'achète des livres, mais parfois je trouve aussi le temps d'en lire. Alors dernièrement, je crois que je vous l'avais dit, je me suis pas mal laissé porter par le choix de mes lectures et du coup, cela fait qu'aujourd'hui, j'ai un point lecture assez hétéroclite à vous présenter puisque au programme du jour, il va y avoir du roman contemporain, du thriller domestique, du roman noir pseudo-thriller et même un classique. Bah oui, comme quoi tout arrive. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les romans dont je vais vous parler aujourd'hui ont tous été de bonnes, voire de très bonnes lectures. Du coup, dans la joie et la bonne humeur, je vous propose que l'on commence tout de suite. Et je vais débuter ce point lecture avec le livre le plus court de toute la sélection du jour. Et il s'agit de La liste de mes envies de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cette histoire puisqu'elle a été adaptée au cinéma avec, il me semble, dans les rôles principaux Mathilde Seigné et Marc Lavoine, si je ne dis pas de bêtises. Toujours est-il que personnellement, je n'avais jamais vu le film, je ne l'ai toujours pas vu à l'heure actuelle. Et que par conséquent, je ne connaissais pas cette histoire. Je me suis donc plongée dedans vraiment sans rien en savoir, tout simplement parce que c'est un roman de Grégoire Delacour et que je souhaite tous les lire. Dans ce roman, on suit donc Jocelyne qui est une petite bonne femme qui a vraiment une vie tranquillou, pépère, qui ne fait pas de vagues, qui tient une petite mercerie dans la ville d'Arras, dans le nord, pas très loin de chez moi. Bref, elle a un quotidien on ne peut plus classique, lambda et tout ce que vous voulez, jusqu'au jour où, par le plus grand des hasards, elle va jouer au loto un peu pour la première fois de sa vie. Et bien sûr, on s'en doute, la chance est au rendez-vous puisqu'elle va donc gagner le gros lot. Que va-t-elle faire? Va-t-elle l'annoncer autour d'elle? Est-ce que cela va changer quelque chose dans sa vie? Ça va donc être l'histoire de ce petit roman. Comme je le disais, je commence à avoir lu pas mal de livres de Grégoire Delacour et malheureusement, je crois qu'à ce jour, celui-ci est celui qui m'aura, je dirais, le moins convaincu. Alors, attention, hein, ça n'en a pas été une mauvaise lecture pour autant, mais je crois qu'il m'a tout simplement moins parlé et moins emballé que les autres titres que j'ai pu lire de lui jusque-là. En fait, pour faire simple, j'ai aimé la forme, mais j'ai eu un peu plus de mal avec le fond. En effet, j'ai aimé retrouver la plume de Grégoire Delacour, il n'y a rien à faire. J'aime la façon dont il met les mots en forme, dont il arrive à les agencer pour faire ressortir la beauté, la délicatesse de tout et de rien. Des sentiments profonds comme des banalités du quotidien. En fait, je crois que tout simplement, la plume de Grégoire Delacour me touche, me parle. En général, elle arrive à trouver une certaine résonance en moi, un petit peu comme si l'auteur avait couché sur papier des mots et des pensées qui se trouvaient au fond de mon cerveau. Néanmoins, je reconnais que le fond de l'histoire m'a parfois laissé un peu dubitative et n'a pas su totalement me toucher. Alors, si j'ai aimé découvrir le personnage de Jocelyne, sa petite vie tranquille à laquelle elle semble tant tenir, son passé, ses espoirs et ses rêves désabusés, je reconnais que j'ai parfois eu un peu plus de mal avec le discours sous-jacent, parfois un peu trop simpliste à mon goût, de l'argent ne fait pas le bonheur. Même si ce n'est pas un récit totalement manichéen, je reconnais que parfois j'ai trouvé le raisonnement global un peu trop simple, alors que pour autant j'ai lu d'autres livres de l'auteur dans lesquels je trouvais qu'il était beaucoup plus fin dans le traitement des personnages et des rouages de l'être humain. En fait, je crois que cette histoire a manqué d'un peu de complexité à mon goût. Je pense qu'elle aurait peut-être mérité d'être un peu plus étoffée et un peu plus en nuances de gris. J'ai pourtant trouvé de belles réflexions et de belles histoires, mais je ne peux dire autre chose que je n'ai pas été complètement emballée. En parlant de Jocelyne, je crois que l'une des choses que pour le coup j'ai préférées dans ce roman et qui en l'occurrence a su me toucher, ce sont tous les passages où elle y parle de sa relation avec ses parents, de sa relation avec sa mère qui est décédée lorsqu'elle était très jeune, ou encore
avec son père dont la mémoire ne fonctionne plus. J'ai trouvé ces passages à la fois terribles et pour autant très émouvants, et bien qu'ils soient durs, je les ai ressentis comme emplis de beaucoup de douceur et d'un amour vraiment profond. En ce sens, j'ai aussi beaucoup aimé la façon dont l'auteur traite la relation de Jocelyne avec ses propres enfants. Là encore, j'ai trouvé que la proposition de Grégoire de la Cour à ce sujet était très juste et que pour le coup il n'était pas tombé dans la facilité, le déjà-vu ou l'attendu. J'ai beaucoup aimé la fin également, que j'ai trouvé un petit peu douce, amère, et qui par conséquent m'a semblé beaucoup moins lisse que le reste de l'histoire. Et puis j'ai adoré la postface dans laquelle l'auteur nous parle de sa mère. D'ailleurs c'est un peu bizarre, mais je crois que finalement de tout ce livre, ce que j'ai le plus aimé et surtout ce qui m'a le plus touché, c'est cette postface. La liste de mes envies, c'est donc non seulement un roman qui va nous parler d'envie, de rêve, de peur et de changement, mais également et plus simplement, je dirais, de sentiments humains et de psychologie humaine. Et c'est vrai qu'en la matière, je commence quand même à avoir lu pas mal de la part parfois d'auteurs qui sont quand même très pointus et qui font vraiment des propositions, je dirais, très complexes et très poussées sur le sujet. Et c'est, je pense, ce qui m'a amené à avoir peut-être une petite déception quant à ce titre. Malgré tout, je reste complètement admirative et fan de la plume de Grégoire de la Cour, et sachant vraiment de quoi il est capable, j'ai très hâte de le retrouver dans un autre de ses romans, avec peut-être un autre sujet qui me parlera plus et qui me touchera plus. En fait, les romans de l'auteur sont pour moi des sortes d'objets curieux, un peu comme un ours en peluche qui aurait peut-être deux facettes. D'un côté, vous savez, cet ours un peu miteux, mais qui garde cette odeur et ce toucher de l'enfance de l'ours que l'on a passé des heures à cajoler, et qui par conséquent a un côté à la fois doux, nostalgique et réconfortant, et de l'autre presque, vous savez, un ours de grand magasin parisien, très beau, orné de tissus précieux et de pierres rares que l'on aurait vraiment passé des heures à façonner à la main avec patience et minutie pour en faire un objet tout simplement beau à regarder. Je sais que la métaphore peut paraître un peu incompréhensible et surprenante, mais c'est vraiment comme ça que personnellement je vois les romans de Grégoire de la Cour, et c'est pour ça que j'ai envie et que j'ai pour but de tous les lire, même si parfois certains d'entre eux me touchent un peu moins que d'autres. Ce fut donc une lecture courte, pas désagréable du tout, avec un personnage central plutôt intéressant, mais qui ne sera pour moi clairement pas le meilleur de l'auteur. En résumé, si vous souhaitez découvrir Grégoire de la Cour, ou si vous avez envie d'une histoire qui vraiment va vous toucher et vous serrer le cœur, c'est peut-être pas ce titre-là que je vous recommanderais personnellement. Mais en attendant, vous l'aurez compris, c'était tout de même plutôt cool et ça me fait avancer dans la bibliographie de l'auteur. Alors ensuite, on va partir dans un tout autre genre et on va même carrément changer de pays, puisque j'ai également lu Et les vivants autour de Barbara Abel aux éditions Pocket. Et je dis changer de pays parce que, contrairement à Grégoire de la Cour, Barbara Abel est belge. Alors le postulat de départ de ce roman, c'est Jeanne. Jeanne qui est une femme, je crois, d'à peu près 35 ans, et lorsqu'on débute cette histoire, elle est plongée dans le coma depuis 4 ans. Voilà, elle a eu un accident de voiture, on l'a retrouvée dans le fossé, et depuis elle est dans un état complètement végétatif. Elle n'est plus qu'une enveloppe corporelle, mais il n'y a aucun signe qui montre qu'il se passe quelque chose au niveau cérébral. Du coup, je dirais que toute la famille autour d'elle s'est un peu mis en pause depuis 4 ans. On va suivre par conséquent sa mère qui est à son chevet quasiment tous les jours, son père qui, lui, pour le coup, est vraiment un chef d'entreprise et un homme d'affaires qui se plonge énormément dans son travail, à tel point qu'on a l'impression que sorti de son boulot, finalement, il n'a plus vraiment de vie. Et on va également suivre la sœur de Jeanne qui a ouvert un restaurant avec son mari. Tous les deux essayent d'avoir un enfant. Et enfin, pour terminer, on va suivre le mari de Jeanne, dont j'ai oublié le prénom. Toute l'histoire va donc
hormis Jeanne et cet état végétatif, tournait autour de ces 4 personnages. Alors il y avait un moment que je n'avais pas lu de roman de Barbara Abel, je pense que le dernier c'était la suite de Derrière la haine, après la fin, et j'ai vraiment entamé cette lecture en pensant y trouver un petit thriller familial sympa mais sans plus, et très sincèrement j'ai été agréablement surprise. Alors oui, malgré tout, une fois de plus avec cet auteur, on reste, je dirais, dans du thriller domestique qui prend place au sein d'une famille. Et pourtant, au début de ma lecture, j'avais plutôt l'impression presque de lire un roman contemporain et je me suis dit chouette, je vais découvrir l'auteur dans un registre un peu différent, d'ailleurs un registre dans lequel je l'appréciais finalement plus que dans le thriller pur, je dirais, mais au fur et à mesure du roman contemporain, on est finalement revenu dans ce qu'elle fait d'habitude. Alors, dans l'ensemble, ce fut une bonne lecture que j'ai fait rapidement, qui m'a vite accrochée, dans laquelle je revenais tout de même avec entrain, même si, comme je l'ai dit, j'aurais peut-être préféré qu'elle reste finalement dans ce genre du roman contemporain un peu noir. Parce que, comme je l'ai dit, donc au départ, elle nous plonge vraiment au sein de cette famille qui, même si on sent que tout n'est pas parfait, est vraiment axée autour de Jeanne, de son état de coma dans lequel elle est plongée donc depuis 4 ans et des répercussions que cela a du coup sur chacun des membres de la famille. Au travers de Jeanne, donc, on apprend à connaître son mari, sa sœur, son père, sa mère, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que, comme je l'ai dit, et comme on s'en doute, l'état de Jeanne a forcément eu des répercussions sur chacun d'entre eux, et par conséquent dans cette première partie, l'auteur va y aborder la question du corps, de l'acharnement thérapeutique, mais aussi d'autres questions d'ordre moral et éthique que pour le coup j'ai vraiment trouvé hyper intéressant. Et puis vers à peu près, je dirais 100 pages, soit environ un quart, un tiers du roman, un élément arrive et cet élément va faire basculer l'histoire, pour le coup plus dans un thriller domestique comme l'auteur a l'habitude d'en écrire. Les petits secrets des uns et des autres vont être mis à nu et la descente aux enfers va se mettre en place petit à petit. Dans cette, je dirais, seconde partie, l'auteur y aborde également des thématiques intéressantes, mais pour le coup, je trouve qu'elle n'est peut-être pas allée jusqu'au bout. J'ai eu la sensation qu'elle avait peut-être voulu aborder trop de choses et que du coup, elle s'était peut-être un peu dispersée. Et c'est dommage parce que je suis persuadée que si elle avait fait des choix et qu'elle était partie peut-être dans moins de directions, son roman n'en aurait été que renforcé. Malheureusement, j'ai personnellement deviné un élément important de la fin à peu près 100 pages du roman, et en plus de ça, je trouve qu'il reste un gros questionnement qui reste en suspens et qui ne trouve pas de réponse à la fin de ce roman. Et c'est un petit peu dommage. Malgré tout, ça reste un bon thriller domestique qui, je trouve, s'est vraiment rapidement accroché le lecteur et dont le rythme et le suspense sont bien menés. Non, ce titre ne va pas révolutionner le genre. Non, ce titre ne va pas, je pense, me marquer sur la durée. Mais en attendant, lorsque j'ai fait cette lecture, j'ai vraiment passé un bon moment. Ça a plus que fait le job et je pense même pouvoir dire qu'à ce jour, c'est peut-être finalement le titre que j'ai préféré de l'auteur. J'aurais beaucoup aimé vous parler des thématiques abordées dans la seconde moitié du roman parce que très sincèrement je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais je trouve que cela serait franchement spoilant et par conséquent je préfère vraiment faire l'impasse dessus et vous laisser découvrir un petit peu tout ça. Sachez juste que les liens familiaux seront bien sûr décortiqués et parfois malmenés. Et vous me direz, si vous avez déjà lu du Barbara Abel, cela ne devrait pas vous étonner. Comme bien souvent avec Barbara Abel, il y est question d'apparence, de mensonges et de faux semblants, et comme dans tous ses romans, la femme est vraiment au centre de l'histoire et pas forcément toujours sous un jour très reluisant. En résumé, selon moi, c'est donc un bon thriller domestique francophone, pas complètement dingue, mais avec une situation centrale plutôt originale
et des thématiques abordées intéressantes même si elles ne sont pas assez poussées à mon goût. Une lecture donc plutôt facile que j'ai vraiment aimé faire même si elle manquait peut-être d'un peu de finesse et de profondeur pour que je sois complètement embarquée. Malgré tout, si vous recherchez un thriller domestique autour de la famille et des faux semblants qui soit plutôt addictif et plutôt bien rythmé, je pense vraiment que ce titre peut potentiellement faire votre bonheur. En tout cas, voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous ne l'avez pas lu, aussi à me dire potentiellement si ce titre vous tente. Et une fois de plus, nous allons continuer avec un genre complètement différent puisque là, on va clairement passer sur du gros classique. Puisque oui, ça y est, j'ai lu Roméo et Juliette de William Shakespeare aux éditions Folio. Alors non, très clairement, je ne vais pas vous faire un résumé de cette histoire parce que, soyons clairs, Roméo et Juliette, je pense que c'est l'une des histoires les plus connues au monde, voire l'histoire la plus connue sur la planète Terre. Donc je vous propose que l'on gagne du temps et que l'on passe tout de suite à mon ressenti quant à cette lecture. Alors oui, ça y est, j'ai enfin découvert cet énorme classique et par là même enfin la plume de William Shakespeare parce que non, je n'avais jamais rien lu de ce qu'il avait pu écrire. Et je dois reconnaître que si ça a été une très bonne lecture, ça n'aura pas non plus été le coup de cœur auquel personnellement je m'attendais. En effet, comme tout le monde, je connaissais bien sûr cette histoire que j'aime beaucoup par ailleurs et par conséquent j'étais très curieuse de pouvoir enfin découvrir l'œuvre originelle. Je suis personnellement une énorme fan du film Roméo plus Juliette avec Claire Danes et je vais dire Roméo DiCaprio, n'importe quoi, Leonardo DiCaprio. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne et d'ailleurs c'est mon énième revisionnage de ce film il y a peu de temps qui m'a donné envie d'enfin me jeter et de lire finalement Roméo plus Juliette, l'œuvre, la vraie de William Shakespeare. J'ai donc aimé y retrouver certaines répliques cultes que je trouve d'une beauté, d'une profondeur absolument folle. Mais je reconnais que je m'attendais à être plus subjuguée que ça encore par l'écriture de Shakespeare. Forcément, c'est quand même un des maîtres du classique, donc par conséquent, j'avais mis la barre assez haut. Ceci dit, je n'oublie pas non plus qu'à la base, cette histoire, c'est avant tout une pièce de théâtre, que par conséquent, elle a été écrite comme devant être une pièce de théâtre, qu'elle devait être déclamée, jouée, vécue et je pense que par conséquent, je l'aurais peut-être plus apprécié encore si je l'avais vu jouer sur scène. J'ai été par contre très surprise de trouver dans ce texte autant de références plus ou moins subtiles d'ailleurs au sexe. Voilà, même si cette histoire est en général vue comme l'histoire romantique par excellence, il semblerait pour autant que Shakespeare, ce coquin, n'en ait pas non plus oublié les plaisirs de la chair. Je pense également que j'aurais encore plus apprécié ce texte si je l'avais découvert peut-être à l'école, si l'on avait pu me l'expliquer parce que malgré les notes des traducteurs, je suis persuadée d'être passée à côté de pas mal de références, de métaphores et autres choses dans le genre et par conséquent, je dois dire que j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la plume de Shakespeare, mais je suis persuadée que je suis passée à côté d'une partie de son génie d'écriture tout simplement par manque de connaissances. Je suis par contre vraiment ressortie de cette lecture avec le sentiment que Shakespeare avait écrit absolument le drame ultime parce que entre cet amour contrarié qu'il conduit tout de même au suicide et la responsabilité des parents de par leur égoïsme de la mort de leurs enfants, très clairement, j'imagine mal comment on aurait pu avoir un tableau plus noir que ça. La partie que j'ai vraiment préférée de toute cette pièce reste, je dirais, tout le passage qui va de la rencontre de Roméo et Juliette jusqu'au départ de Roméo du balcon et de sa promesse de se marier. C'est vraiment dans cette partie-là que personnellement j'ai trouvé les répliques les plus belles et les plus profondes, ou en tout cas celles qui personnellement m'ont le plus touchée. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'auteur tout du long fasse beaucoup de références au ciel, aux astres, et il y parle aussi
très souvent d'oiseaux. Voilà, il y a quelque chose de très spectral, de très lunaire finalement dans cette pièce de théâtre. Il faudrait vraiment que je me renseigne pour savoir s'il y a une raison particulière à ça et si c'est quelque chose peut-être que l'on retrouve dans ses autres œuvres. En tout cas, si vous avez la réponse à cette question, là encore, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Vraiment, je serais très curieuse d'étoffer ma culture générale par rapport à ça. Je crois que finalement, la partie que j'ai peut-être le moins aimée concerne tout le dernier acte et plus particulièrement vraiment la scène dans le cimetière. Parce que pour le coup, je l'ai trouvé peut-être un peu trop précipité. J'aurais peut-être aimé que cette pièce de théâtre soit un peu plus longue, mais dans tous les cas, ça n'en reste pas moins une lecture que j'ai beaucoup aimé faire, même si je m'attendais à peut-être ce qu'elle me serre un peu plus le cœur. J'ai aussi été agréablement surprise par la plume de l'auteur que j'ai trouvé bien plus abordable pour le coup que ce à quoi je m'attendais. Parce que bon, il faut pas oublier quand même qu'il s'agit là d'une œuvre classique de la fin du XVIe siècle et donc par conséquent, je m'attendais vraiment pas à y trouver un style d'écriture qui soit quelque part aussi moderne. Finalement, vraiment, la seule chose que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est la préface écrite par Yves Bonnefoy, que j'ai trouvé aussi indigeste que ses écrits à lui. Voilà, pour le coup, Yves Bonnefoy, je pense que c'est l'un de mes pires souvenirs de lecture à l'école. Je me souviens d'un recueil de poésie de lui absolument imbuvable et indigeste. Et malheureusement, cette préface a vraiment ravivé ces très mauvais souvenirs scolaires. C'est donc un classique tout à fait abordable que je pense personnellement il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie et c'est également une œuvre qui personnellement m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres œuvres shakespeariennes. Donc si vous avez lu un peu de Shakespeare et que vous êtes un minimum connaisseur ou connaisseuse en la matière, n'hésitez pas à me recommander en commentaire le prochain titre sur lequel, selon vous, je devrais me pencher parce que j'avoue qu'en la matière, personnellement, je n'y connais absolument rien et que par conséquent, là, je suis un peu paumée parce que bon, pour le découvrir, c'était plutôt simple. Je me suis dit, je vais commencer par son grand classique, mais pour la suite, Hamlet, Macbeth ou autre, j'avoue que je sais pas trop dans quelle direction partir. Moi je veux bien vous donner des conseils de lecture, mais de temps en temps, j'attends aussi que vous me fassiez un petit retour de service, dirons-nous. Bon, je terminerai ce point lecture avec pour le coup plutôt un roman noir, un peu thriller slash roman historique. Bref, un titre d'un auteur dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps et dont d'ailleurs le premier que j'avais lu de lui était déjà une sorte d'ovni que j'avais eu beaucoup de mal à classer. Et ce titre, il s'agit de Encore de Christian Blanchard aux éditions Le Cercle Point. Dans ce roman, on va principalement suivre Champey qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a une petite fille de 6 ans à laquelle elle refuse de dire la vérité sur son père. On sait juste voilà, que le père ne vit plus avec eux. Et Champey commence à me faire des cauchemars la nuit, des cauchemars d'une guerre et du Cambodge. Et on comprend rapidement voilà, qu'elle a été adoptée et qu'elle vient de ce pays. En parallèle, on va aussi du coup revenir sur l'histoire du Cambodge et plus précisément sur toute la partie qui concerne les Khmers rouges et le génocide qu'ils ont fait dans leur propre pays. Et enfin, on va aussi avoir des chapitres dans lesquels on va suivre un dangereux meurtrier en prison, un homme qui a non seulement violé mais aussi tué des enfants. Bref, un être absolument abject. Et tout ça va finir par se rejoindre pour ne former qu'une seule grande histoire. Donc, après ma lecture de Iboga de Christian Blanchard, j'avais vraiment très envie et très hâte de découvrir un autre de ses romans. Et si Ankar n'égale pas ni ne surpasse pas le coup de cœur vraiment que j'avais eu pour Iboga, ça n'en reste pas moins une très bonne lecture qui confirme vraiment que j'apprécie tout particulièrement
ce que propose cet auteur. Une fois de plus, ici, Christian Blanchard m'a embarqué avec lui pour aller fureter du côté de la prison et de la noirceur humaine. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce titre, c'est que l'auteur va y aborder toute une partie du passé du Cambodge et comme je l'ai dit, vraiment toute cette partie qui concerne les Khmers rouges. Je ne connais vraiment pas grand chose de l'histoire du passé de l'Asie du Sud-Est et j'étais donc vraiment ravie que l'auteur aborde cette thématique et m'en apprenne vraiment plus sur le sujet. Néanmoins, j'aurais peut-être aimé que l'auteur pousse justement cette thématique encore plus loin. Alors oui, vous me direz, on n'est pas ici dans un roman historique, n'empêche que l'auteur a su vraiment titiller ma curiosité et je n'aurais pas dit non à ce qu'il explore un peu plus encore le sujet. En fait, Ankar, c'est presque, je trouve, 2 romans en un. Pour ma part, il y avait pratiquement 2 histoires en parallèle dans ce roman et si j'ai apprécié les 2, je reconnais que j'aurais peut-être préféré que l'auteur reste finalement centré sur l'histoire de Champey et sur le passé du Cambodge. Toutes les parties concernant ce tueur d'enfants en prison n'étaient pas inintéressantes, mais auraient presque mérité, selon moi, d'être finalement le sujet d'un autre roman. Dans ce titre, l'auteur explore tout ce qui va être question des origines de chacun et de comment cela peut nous influencer. Il va aussi effleurer, je dirais, la thématique de la mémoire génétique, qui est une thématique très intéressante, même si elle reste assez novatrice et si, je trouve, il faut avoir l'esprit peut-être un peu ouvert pour, je dirais, entendre ce qu'il y a à dire sur le sujet. Et là encore, j'aurais aimé que l'auteur aille peut-être plus loin dans ses explications. En tout cas, toujours est-il que j'ai vraiment adoré retrouver l'écriture de Christian Blanchard. Une écriture vraiment très abordable et très agréable à lire sans non plus tomber dans le simpliste. De plus, par moments, on retrouve vraiment ces phrases très courtes avec une écriture presque viscérale. Alors c'est beaucoup moins présent, je trouve, que ça ne l'était dans Iboga, mais ça n'en reste pas moins quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, que j'apprécie, qui me parle et que je trouve en général vraiment bien adapté en plus de ça à ces histoires. Je pense que peut-être ce qui a fait que, contrairement à Iboga, je n'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman, ça aura peut-être été finalement mon manque d'empathie pour le personnage principal. Alors j'ai adoré suivre Champey, en apprendre plus sur son passé, découvrir son histoire avec elle, mais malgré tout, je n'ai pas réussi à profondément m'attacher à elle, comme ça avait été le cas dans Iboga avec le personnage de Jefferson, alors que pour autant, je le rappelle quand même, Jefferson était un meurtrier condamné à la prison à vie, donc paradoxalement, on se dit qu'on ne devrait pas développer d'empathie pour ce genre de personnage. Et pourtant, si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre le petit avec ma chronique concernant le roman Iboga. Ankar, c'est donc selon moi un roman noir qui aborde des thématiques que j'ai trouvées hyper intéressantes, que j'ai peu l'habitude de rencontrer en littérature et qui ont donc permis d'étoffer ma culture générale tout en m'embarquant complètement ailleurs et rien que pour ça c'était génial. C'est donc un roman court qui, comme j'ai dit, propose des thématiques intéressantes sans pour autant tomber dans la facilité ni les invraisemblances, tout en proposant pour autant un rythme vraiment intéressant et bien mené, même si, contrairement, comme je l'ai dit, au roman précédent que j'ai lu de l'auteur, il y a pour moi dans celui-ci certains petits points qui, selon moi, sont perfectibles. Néanmoins, donc, cet auteur ne cesse de m'épater et de me convaincre. Et ce titre n'a fait que renforcer mon envie de continuer à découvrir le reste de la bibliographie de l'auteur parce que je trouve vraiment que ce qu'il propose sort du lot, je dirais, du paysage français, du roman noir et thriller que l'on a l'habitude de rencontrer. Christian Blanchard, et je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, est vraiment un auteur dont j'entends beaucoup trop peu parler et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi c'est vraiment un auteur qui vaut le détour. Je crois que je ne l'ai vu sur aucune autre chaîne ou quasiment et
Et voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que sincèrement, il fait du très bon boulot. Il propose des choses originales avec une plume que je trouve d'une grande finesse et d'une grande qualité. Et sincèrement, si vous tombez sur l'un de ces romans, je ne peux que vous inviter à vous laisser porter et à tenter au moins une fois l'aventure parce que pour moi, je trouve que cet auteur mériterait vraiment d'être beaucoup plus connu et reconnu. Et voilà, comme je vous l'avais dit, c'était donc un point lecture, ma foi, plutôt positif, plutôt qualitatif. Et ouais, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, je ne prends jamais autant de plaisir à tourner que lorsque je tourne ce genre de point lecture, quand je peux vous parler de romans qui m'ont plutôt convaincu, voire qui m'ont parfois complètement embarqué. Et donc ouais, aujourd'hui c'était par conséquent un tournage plutôt chouette. J'espère par conséquent que peut-être j'aurai titillé votre intérêt pour certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à venir en papoter avec moi en commentaire. Vous le savez, je fais au mieux pour répondre à tout le monde dans les meilleurs délais, malgré ma vie, malgré mon emploi du temps plus que bien chargé, mais voilà, je fais vraiment au mieux, je n'oublie personne et même si parfois je mets 2 mois à répondre, je finis toujours par vous répondre. Je n'ai aucune idée de quelle sera la prochaine vidéo, ce sera vraiment la surprise en ce moment. Je me laisse porter sur la chaîne, que ce soit au niveau des vidéos, des thématiques, je me laisse porter même au niveau du choix de mes lectures, donc on verra bien où cela nous mène. En tout cas, j'espère bien sûr que vous serez au rendez-vous, et d'ici là, j'espère que de votre côté vous faites de belles lectures, et je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!